Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis donc, comme Nathalie, prof, et je m'intéresse aux matériaux composites. Alors, je crois que j'ai amené des fibres, je crois que j'en consomme un peu. Voilà. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que ce qui m'a toujours fait rêver, moi, c'est les bateaux. Et du coup, je me suis intéressé aux matériaux composites, donc ces matériaux qu'on utilise pour faire des bateaux de course chez Multiplace et autres structures. Et puis, alors j'ai commencé à travailler en 85 et en 91, j'avais quand même vraiment le sentiment que notre société allait dans le mur et qu'il était grand temps de penser à autre chose et de trouver des solutions moins impactantes sur l'environnement. Donc j'ai commencé à travailler sur différentes fibres végétales pour faire des composites à partir de ces agromatériaux, dans l'idée d'avoir une ressourcerie renouvelable et de mesurer les impacts sur l'environnement pour essayer de trouver des solutions plus supportables pour demain. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on réfléchit, avec des aspects de matériaux. Je vais reprendre un petit peu des éléments historiques pour voir depuis combien d'années on utilise ces fibres, hein, et l'histoire du lin avec l'homme, c'est quand même une très très longue histoire. Les plus vieilles traces que j'ai trouvées dans la littérature, c'est 36 000 ans. Donc c'est pas une jeune histoire, c'est une histoire qui a marqué la Bretagne. Je vais revenir là-dessus. Je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne cette plante, tout ce qu'on peut faire. Et puis, il y a un moment, on peut se dire, tout compte fait, ces plantes sont des ressources. Et donc, oui, ça, c'est intéressant, mais est-ce que c'est pas non plus des sources de connaissances? Et donc, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions dites philosophiques, sans être du tout philosophe. Hein. Moi, je suis un mécanicien. Alors, pour commencer, d'abord, il y a cette photo qui vous montre un champ de lin. Je vais vous montrer où ça se cultive. Donc, c'est une photo catastrophique, parce que vous voyez qu'il y a des coquelicots. Et dans notre système actuel d'agriculture, on ne supporte pas les adventices. Or, j'espère que ça sera le modèle pour demain. Autrement, pour un certain nombre de personnes, c'est d'une très, très grande violence. Alors, en réalité, c'est en bord, ils n'ont pas traité sur le bord du champ, ce qui a permis d'avoir un peu plus de biodiversité. Alors, concrètement, moi, je vais vous parler de cette plante qui, alors, j'ai pas trouvé de pot hein, pour partir aujourd'hui puisque on cultive ça à partir du mois de mars jusqu'au mois de juin. Juillet, on arrache. Donc, c'est une plante qui fait à peu près un peu plus d'1 mètre de hauteur. Donc là, elle a été arrachée. Et si je prends une tige, voilà, il y a pas mal d'éléments intéressants. D'abord, j'ai des graines riches en oméga 3 qui sont là, qu'il ne faut pas consommer directement. Il faut utiliser un réacteur naturel comme un lapin ou une vache pour assimiler les acides linoléiques. Et si je casse la tige, j'ai à l'intérieur ces fibres qui sont extraordinaires et qui ont des très grandes propriétés mécaniques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Et alors, moi, je prends ces fibres, voilà, et j'essaye de comprendre l'origine de leur performance. Je vais vous montrer qu'on se balade dans le tas d'échelles et on est capable de faire des matériaux composites. Alors ça, c'est des patates et du lin, c'est durable. Je peux broyer l'ensemble, réutiliser la matière, et en fin de vie, je peux broyer, mettre ça dans un tas de fumier, je vais faire de l'eau et du CO2. Donc je suis dans une logique de développer des matériaux avec le minimum d'impact sur l'environnement et avec zéro déchet, si c'est possible. Tout le contraire de ce qu'on fait actuellement. Donc voilà, ce que je vais d'abord vous raconter, donc il y a des linums, il y a 298 linums qui sont recensés à peu près. Il y en a un qui est cultivé aujourd'hui qui s'appelle le linum usitatissimum. On peut trouver, c'est des petites fleurs bleues, c'est ce qu'on trouve en Bretagne, mais on peut le trouver avec des fleurs blanches, des fleurs rouges, ça dépend du patrimoine génétique. Alors, c'est beaucoup plus simple de le faire en bleu, parce que vous avez une petite variation génétique dans un champ, donc ça fait du bleu pâle et du bleu foncé. Si j'avais du blanc avec des taches rouges, ça ferait un travail de sélectionneur un petit peu ambigu, non reconnu par le monde agricole, donc on a l'habitude de faire ça en bleu. Et cette couleur est bien connue au niveau de la Bretagne. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente comme activité? Alors, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'Europe est le principal producteur mondial de lin. Et si vous regardez en Europe, la France représente 85% de la production européenne, et puis reste la Belgique un petit peu et les Pays-Bas. Donc globalement, si on s'intéresse à la production mondiale de lin, la France représente 68% de la production mondiale. Donc c'est une plante qui est très cultivée. La deuxième plante à fibres cultivée chez nous, c'est le chanvre, mais avec des surfaces qui sont nettement inférieures, 5 fois inférieures pour l'instant. Alors, si je regarde bien d'où ça part, c'est assez simple, hein, ça part aujourd'hui
de Caen, de la Normandie, du Calvados, et ça remonte jusqu'à la frontière belge. Et la majorité des surfaces cultivées sont le long de la côte. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est globalement, alors, semer 130 000 hectares en 2020. Après, je ne sais pas ce qui a été récolté. Il y a eu des problèmes de stress hydrique. On commence à avoir des sacrés effets du changement climatique. Et ce qui fait qu'on n'a peut-être pas récolté ces 120 000 hectares. Et puis, on a des petites difficultés pour demain que j'aborderai par la suite. Ces 5 000 agriculteurs, sauf que ces agriculteurs ne vendent pas directement leur lin, mais ils vendent leur lin à des tailleurs qui font la phase d'extraction. Et il y a 22 tailleurs en France. 50% sont des coopératives et 50% sont des systèmes privés, des entreprises privées. Donc, le message, c'est simple, c'est une grosse activité économique, ça se vend bien, il y a un marché mondial, si les Chinois avaient réussi à le faire, ils le feraient. Donc, on a une maîtrise de cette plante, on a toute la filière, et puis on est capable de faire des lins de très très grande qualité, qui partent principalement en Chine pour faire des textiles, avec plus de 80%. Qui se termine souvent en Inde. Alors, il y a une partie filature, une partie textile qui se fait aussi en Inde. Et les vêtements, autrefois, repartaient en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, ils restent beaucoup en Chine, puisqu'il y a une classe moyenne très importante. Et puis, c'est plutôt un secteur qui est encore en développement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a la chance d'avoir tous les acteurs en France. La première étape, c'est d'avoir quelqu'un qui sache faire de la sélection variétale. Donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une volonté de développer ces savoir-faire. On a 2 entreprises françaises qui s'appellent Terre de Lin et Linéa qui sont capables de sélectionner ces plantes. Alors, comment ça se passe? Vous allez vous lever de très tôt le matin, hein, et vous allez croiser des petites fleurs, là vous enlevez les pétales, et vous allez développer 2 plantes particulières. Donc on les repère avec des petits plants de laine. Une plante va nous donner à peu près 8 plantes. Donc on va faire un petit carré, une petite ligne au départ, un petit carré. On va essayer de gagner du temps en allant dans une zone d'interculture, par exemple en allant en Nouvelle-Zélande. On peut gagner 6 mois à peu près. Et au bout de 10 ans, on arrive à sortir des nouvelles variétés. Vous avez un champ ici où il y a 4000 nouvelles variétés qui sont testées. Il faut 10 ans pour faire une variété. Quand on garde des graines, il y a un patrimoine génétique extraordinaire. J'ai dit aussi qu'il y avait 5000 agriculteurs. Il y a tout un besoin d'un machinisme agricole très particulier. Les plantes sont arrachées, par exemple. Donc, il faut des arracheuses qui ont été développées à partir des années 30. Et puis, il faut des tailleurs et qui arrachent ces fibres. Je reviendrai là-dessus, mais il y a des fabricants de tailleuses. Donc, on a la chance d'avoir toute la filière, ce qui permet d'avoir un secteur très dynamique et pour l'instant qui n'est pas en difficulté. Et la photo de droite, c'est des balles de lin qui sont commercialisées. Alors, si je reprends un petit peu dans l'histoire, les plus vieilles traces dont on dispose aujourd'hui, c'est des fibres qu'on a trouvées dans une grotte dans le Caucase, en Géorgie. Ce sont des fibres de lin. Et elles ont la particularité d'avoir été tissées, donc on voit des petits nœuds, et d'avoir aussi des pigments minéraux. Donc l'hypothèse qui est faite, c'est que c'est un textile teinté qui a été utilisé par l'homme. Alors comment on sait que c'est des fibres de lin? Eh ben, c'est assez simple, elles ont une géométrie très particulière, elles ont des défauts comme des kinbands, ces petites bandes là que vous voyez ici. Et donc, on est capable de les identifier, mais si vous prenez les livres de police scientifique, c'est très très bien décrit. Bon, vous pouvez aller voir des livres de biologie, mais aussi sur les scènes de crime, on cherche le coupable et donc les fibres de lin. Alors évidemment, sur ces petites bandes d'interférences lumineuses, on peut se poser la question de leur origine, hein, c'est le développement de la plante, mais on s'aperçoit qu'on les retrouve sur le lin, sur les orties et le chanvre, c'est-à-dire les 3 plantes à fibres les plus intéressantes qui ont été développées sur notre territoire européen. Les orties la culture représente 0 actuellement, quelques dizaines d'hectares en France, alors que ça représentait 19 000 hectares à la sortie de la Première Guerre mondiale. Le lin s'est développé, le chanvre a coulé pour des problèmes de traitement, mais aussi à cause du problème du THC, un problème du tétrahydrocannabinol, donc de la drogue. Il a fallu faire des variétés avec des faibles teneurs en THC, et on avait aussi des plantes mâles et des plantes femelles, et on avait l'habitude d'arracher les plantes mâles, donc c'était très compliqué. Donc on a fait de plantes dioïques, on est passé des plantes monoïques, et les rendements sont pas encore extraordinaires par rapport au lin. Ça rapporte beaucoup moins. Pour l'agriculteur, un lin, ça rapporte 25% de plus qu'un blé. Donc c'est très intéressant pour lui. Donc voilà, la plus vieille trace
qu'on en est à ce jour, c'est 36 000 ans. Alors, on retrouve, quand vous sortez une momie égyptienne, hein, vous avez le corps qui a été enveloppé dans des bandelettes. Ces bandelettes sont aussi en lin. Ce tissu a été prélevé dans la tombe de Toutankhamon. Donc, on est capable d'aller voir ces fibres élémentaires, de voir comment ils ont fait ils ont individualisé ces fibres, désolé, et ils ont construit un fil par torsion et une opération de tissage. Alors, on a comme ça la possibilité de savoir ce qui s'est passé avant, parce qu'elles ont été conservées généralement dans de bonnes conditions. Alors, je vous ai mis ici quelques repères. Je ne vais pas faire beaucoup d'histoire, hein. C'est pas mon job. Moi, je suis un homme des matériaux. Mais comme j'ai rencontré cette plante il y a 30 ans et que j'y ai passé 30 ans de recherche, je commence à connaître un tout petit peu des éléments. Donc, vous voyez qu'on a commencé à trouver du commerce de graines pour vendre les graines, pour faire de l'agriculture à partir de moins 6 000 ans, pour simplifier. On a trouvé ça donc il y a 8 000 ans dans les Alpes suisses. On a vu le développement de ce lin en Égypte entre moins 4000 et moins 1400 avant Jésus-Christ. Et la toile de lin était appelée lumière de lune tissée. Je trouve ça très très beau. À partir du 18e, Charlemagne a voulu, coûte que coûte, développer l'artisanat. On voit que entre le 9e et le 16e siècle, le lin est vraiment devenu la fibre la plus utilisée en France. À partir du 12e siècle, les zones les plus intéressantes, c'est la Flandre, la Picardie et la Bretagne. Et on sait que en Bretagne, le lin et le chanvre ont fait la richesse de ce territoire entre le 16e et le 18e siècle. Et puis, on a cherché à industrialiser ce tissage à partir du 18e. Et puis après, il y a une compétition avec d'autres plantes à fibres, comme le coton, voire des fibres synthétiques. Et c'est donc une activité qui a un peu sombré, mais qui s'est maintenue malgré tout, parce que ces fibres ont des propriétés de confort extraordinaires. Alors, si on regarde dans l'histoire de la Bretagne, on retrouve des cartes comme celle-là, où on nous dit où, entre le 16e et le 18e, se passaient les zones de culture et de manufacture. On retrouve très bien, alors, les points bleus correspondent aux toiles de lin. Donc, il y avait les craies du côté de Landerneau, il y avait les Bretagnes qui étaient du côté de Saint-Brieuc. On retrouve les noyales, alors ça, c'était du chanvre. Et puis, du côté de Saint-Malo, on avait les doubles cultures. On retrouve autour des ports plutôt de la culture du lin. Et puis, si on prend l'histoire de Locronan, Locronan, c'est par là, et c'était du chanvre et pas du tout du lin. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'à l'époque, on importait les graines des pays baltes. Elles arrivaient des pays baltes à Roscoff et elles étaient redistribuées par Tréguier, Paimpol et Saint-Brieuc donc aux zones de culture, quoi. On a développé ce savoir-faire au niveau des graines réellement à partir de 1950 en France et à partir de 1910 en Irlande. Si je regarde cette petite photo là, on a fouillé dans les réserves du port-musée de Douarnenez. Et du coup, on a trouvé des vieux vêtements, des vieux cirés de marins. Alors, évidemment, ils avaient des vêtements qui n'étaient pas très étanches, mais comment on arrivait à avoir des vêtements de protection? On faisait des tissages hyper serrés avec des fils de faible masse linéique. On tissait et l'ensemble était traité avec des huiles, entre autres des huiles de lin naturellement cicatives. Et on voit ce capot-brase, hein, qui était ce ciré, qui est très usé, donc on voit ces endommagements. Mais on retrouve la culture de ces fibres pendant très longtemps en Bretagne. À Douarnenez, il y avait encore des gens en 1960 qui cultivaient ces plantes pour fabriquer des filets ou pour réparer leurs filets. On commençait à disposer de nylon, sauf que ça coûtait cher. Et donc, c'était souvent des activités d'hiver. Quand on ne pouvait pas les pêcher, on réparait ces filets et on continuait donc à les utiliser. Si on regarde bien, on retrouve des photos comme celle-là. Ça, c'est début du XXe siècle. On est dans les Côtes d'Armor, à Mini-Tréguier, hein, et on voit ces meules qui sont là, qui sont du lin qui a été stocké. On n'a pas de granges suffisantes pour les protéger, donc on fait des meules. Dans la partie supérieure, on met de la paille, parce que le lin a beaucoup de valeur, et on attend dans l'année pour pouvoir démonter ces meules, pour pouvoir traiter et extraire ces fibres. Dans les meules, il y a ces plantes qui sont complètes. Alors, pourquoi il y a un déclin en Bretagne? Il y a plein d'éléments, hein. Il y a plein de raisons à ça. Il y a des éléments historiques, et puis il y a l'évolution de l'industrie. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des guerres de religion qui n'ont pas été très bonnes. Il y a le fait, au bout d'un moment, qu'on a dit, mais les toiles à voile, c'était aussi des armes de combat. Donc il y a certains rois qui n'ont pas trop apprécié le truc. On a vu la concurrence avec le coton. Je vous expliquerai pourquoi le coton est très intéressant pour récupérer des fibres.
Et puis la marine à voile s'effondre, on commence à mettre des moteurs partout, donc la demande en fibres végétales s'effondre, descend. Et puis on mécanise pas en Bretagne, on est sur du tout petit parcellaire, peu de moyens financiers, on mécanise pas l'industrie à la hauteur où il faudrait, et donc on se retrouve avec des sacrés chocs. Vous voyez qu'entre 1959 et 1960, le prix des fibres de lin était divisé par 2. Donc tout s'effondre. Vous aviez en 53 80 teillages dans le Trégor et il n'en restait plus que 3 en 65. Donc c'est une activité qui a disparu de la Bretagne, mais il se pourrait que ça revienne. Il y a des signes intéressants, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on retrouve dans notre patrimoine, alors ça c'est l'Ocronan, donc j'ai dit que c'était le commerce des toiles de chanvre et non pas de lin. Donc tout compte fait, les commerçants gagnaient beaucoup d'argent par le commerce des toiles, et au lieu de mettre ça dans une banque, ils construisaient des bâtiments de grande qualité. C'est toute l'histoire des enclos paroissiaux, c'est toute l'histoire de grands bâtiments qu'on trouve à Landerneau, de très belles factures qui nous sont restées. Alors on retrouve aussi d'autres éléments d'architecture, comme des routoirs. Donc on a besoin de démonter les plantes pour récupérer les fibres, et une des premières biotechnologies utilisées par l'homme, qui consiste à immerger les plantes dans l'eau, et à ce moment-là, des bactéries viennent de consommer une partie des ciments pectiques qui assurent la liaison entre les fibres et entre les faisceaux de fibres et le reste de la plante. Donc on retrouve dans l'architecture des éléments, des bassins de traitement. Si vous prenez le livre de Duhamel de Monceau sur la corderie, donc c'est 1747, vous pouvez le télécharger sur Gallica, hein, c'est extraordinaire ce que nous donne accès cette bibliothèque numérique, et on retrouve toute l'histoire où on prend des paquets, on traite, on arrache les fibres, on les peigne, on les affine. Alors là, c'est dans le traité sur la corderie, c'est comment on fait des cordes, mais il y en a un autre où on explique comment on construit les navires. Enfin, c'est vraiment passionnant. Je ne peux pas m'empêcher, quand je vois une toile de Van Gogh, de m'interroger. Alors, vous êtes plus ou moins sensible à ce patrimoine, mais tout compte fait, d'abord, la peinture, cette matière, ce reflet, c'est quoi? C'est de l'huile de lin naturellement oxydative, donc l'huile prise dans les graines, qui a été écrasée, dans laquelle on écrase les graines, on sort l'huile, on introduit des pigments minéraux à l'intérieur, et ça vous permet d'avoir une peinture à l'huile extraordinaire qui va durcir au cours du temps. Il y a une réaction avec l'oxygène, quoi. Donc c'est toujours ce qu'on utilise. Hein, aujourd'hui, si vous achetez la peinture à l'huile, c'est principalement de l'huile de lin qui est utilisée, et par son côté naturellement cicatif. Et puis si je vais voir le support de la toile en elle-même, c'est une toile de lin tendu. Alors on peut faire du coton, mais c'est quand même nettement moins bien, c'est pas aussi raide. Donc c'est des objets qui peuvent être très durables. Si vous prenez un dollar américain, si vous prenez un papier aquarelle, si vous regardez du papier cigarette, on a besoin d'une certaine perméabilité, une certaine résistance. Le développement du papier qui est très récent, tout compte fait quelques 1000 ans, hein, au début, c'est quoi? C'est les chiffonniers qui se baladent, qui récupèrent ces chiffons et qui les traitent dans des moulins. On retrouve le moulin Richard Debat dans le Forest qui travaille toujours comme ça. Avec des pilons, on individualise les fibres et puis après, on les met en solution dans l'eau et on en fait un voile, et c'est la feuille de papier. Alors, ce qu'on utilise généralement aujourd'hui, c'est des fibres de bois. Sauf que si vous voulez faire des papiers très résistants, il vous faut des fibres très longues. Voilà un dollar américain. Vous avez des fibres de bois qu'on a matraquées pour les fibrier pour donner la tenue au papier. Et puis, pour le renforcer, on met des grandes fibres qui sont soit du lin, soit du chanvre. On voit ça, c'est un papier de lin. Alors, je l'ai regardé au microscope électronique à balayage. Donc, quand vous prenez un dollar américain, c'est fait comme ça. Et les papiers cigarettes qui sont fabriqués chez Mauduit à Quimperlé utilisent ces fibres. Alors là, c'est plus pour avoir une perméabilité, pour que quand le fumeur souhaite absolument s'intoxiquer, qu'il puisse tirer sur sa clope en amenant un maximum d'oxygène pour être un maximum intoxiqué. Bon. Je suis pas sûr que c'est le meilleur modèle, mais bon, voilà, ça existe. Alors moi, mon boulot, c'est de développer des matériaux dits composites, donc c'est ce que je montrais tout à l'heure. Alors, c'est ce mélange entre des fibres et puis une matrice, un polymère. Vous avez donc deux phases, ces fibres qui font environ 15 microns de diamètre. Vos cheveux, c'est 40 microns. Vous voyez, c'est 3 fois plus petit que vos cheveux.
en diamètre. Et puis, là, j'ai provoqué une rupture dans l'azote liquide. Et ce matériau, il est très intéressant parce que je vais orienter les fibres dans la direction des efforts et je vais faire une structure hyper performante, mais je vais reconstruire des modèles qui existent dans la nature. Alors, la particularité de cet échantillon, c'est que le liant, c'est celui-là. C'est fabriqué avec de l'amidon que j'ai prélevé soit dans le maïs, soit dans les pommes de terre, soit dans le riz. Alors, depuis quand on utilise des structures composites? On est très très malin, mais en réalité, ça fait longtemps, quoi. Parce que les premiers composites qu'on trouve, c'est entre autres les papyrus. Vous prenez alors le papyrus, c'est le support d'écriture, mais c'est aussi la plante qu'on découpe en petits morceaux. J'ai pas le temps de vous raconter comment ça se passe, mais on superpose deux couches à 0 et 90 degrés, c'est déséquilibré, ça va s'enrouler, le scribe va pouvoir écrire dessus, et c'est vraiment une structure composite avec deux couches, 0, 90 degrés. Mais l'assise de votre chaise ce soir, c'est du contreplaqué, et on a croisé les plis, 0, 90 degrés, 0, et ainsi de suite. Donc c'est exactement ce type de structure. Alors on trouve depuis très très longtemps aussi des mélanges à partir de terre crue, le pisé ou genre de matériaux, dans lequel il y a aussi des parois végétales qui assurent la ténacité, qui évitent la propagation de fissures dans le matériau. Donc des structures très intéressantes. L'homme a su mélanger depuis fort longtemps. Ah zut, c'est pas le bon. Quand est-ce qu'on peut développer des composites? Alors d'abord, c'est bien d'avoir des liants très performants. Les premiers travaux qu'on voit qui sont significatifs, c'est 1855, c'est Demet Lepage qui dépose un brevet, alors donc on peut le retrouver, et qui invente un moyen de fabriquer des petits objets comme ça, des petits cadres, des petites sculptures. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend du sang de bœuf, donc c'est l'albumine qui nous intéresse, il introduit à l'intérieur des fibres de bois, c'est de la sciure, du palissandre principalement, et il presse à haute température, et il fait des matériaux thermodurcis particulièrement performants pour toute une partie de l'industrie. Pendant 50 ans, ça tourne. On en trouve encore chez les antiquaires, ça a un peu de valeur, paraît-il. Alors après, les matières plastiques, en réalité, c'est les premières inventions, c'est 1906. C'est le moment où on commence à développer l'électricité, on a besoin d'isolants coûte que coûte, quoi. Et donc, on a besoin de nouveaux matériaux qui soient isolants thermiques, isolants électriques. Les céramiques, c'est bien, mais c'est fragile. Les matériaux métalliques, c'est pas top. C'est bien pour conduire le courant, mais c'est pas du tout bien pour faire de l'isolation. Et donc, on a besoin de nouveaux matériaux. On a absolument besoin, d'ailleurs, de développer des systèmes pour mettre du courant, pour distribuer le courant. Pour le télégraphe, on arrive à se débrouiller avec des simples vernis. Mais dès qu'on monte un peu en tension, ça marche plus, donc il nous faut des nouveaux matériaux. Donc on invente la bakélite, ça c'est 1906, et très vite, on introduit des fibres à l'intérieur, des fibres de bois. Une solution que vous connaissez bien, c'est le formica. C'est jamais avec du papier craft qui est imprégné de ces résines phénoliques. Ça nous a fait des matériaux extraordinaires qui durent encore aujourd'hui, qui sont toujours commercialisés. Et je crois que ça a été mis sur le marché en 1916. Donc, on invente des scénarios, et voyez cette hélice d'avion qui date de la Première Guerre mondiale. C'est des fibres de coton qui ont été imprégnées de cette résine phénolique. Le brevet date de 1919, mais les prototypes ont tourné lors de la Première Guerre mondiale. Ah zut, faut que je... Voilà. Donc on développe ces matériaux, et puis arrive la période 1940, et là, on se rend bien compte que pour faire des avions, pour l'instant, on n'utilise que du bois, mais c'est pas suffisant. Nos connaissances sur les alliages d'aluminium sont assez limitées. En plus, il faut beaucoup d'énergie. L'acier, on sait que c'est trop lourd. Le bois, c'est un peu limité, c'est un peu compliqué. Et du coup, on cherche des substituts. Alors, il y a un Anglais qui s'appelle De Bruyn, qui fait des travaux de recherche intéressants et qui se dit, mais attendez, on a fait depuis longtemps des mélanges avec du coton et des résines phénoliques, je vais faire des avions avec ça. Mais son copain Gordon lui dit, tu t'y prends de la mauvaise façon, il faut que tu substitues le coton par des fibres de lin qui ont des performances mécaniques nettement supérieures. Donc il invente un procédé pour fabriquer des profilés avec une très forte proportion de fibres de lin, c'est thermocomprimé, c'est des poutres, et il fait des structures de Spitfire, d'avions. Vous voyez l'assemblage, c'est des poutres qu'on assemble.
C'est très intéressant. À l'époque, c'est la première structure primaire d'avion en matériaux composites. Aujourd'hui, on fait des structures d'Airbus A380 avec des fibres de carbone, mais la première révolution, elle est à ce moment-là. Ça permet de développer tous les concepts de la mécanique pour étudier ces matériaux qui sont des matériaux très anisotropes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés dans toutes les directions. On se pose des questions sur les mécanismes d'endommagement, sur la tenue à l'eau, enfin, un travail remarquable. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'ils développent des longerons d'ailes. Cette photo-là, c'est un longeron qui faisait 5-6 mètres de mémoire. Et il a poussé ça jusqu'à 9 mètres. Le principe, c'est des poutres qu'il assemble. À l'époque, on n'a pas de colle structurelle. Donc, c'est un assemblage mécanique avec des boulons. Et pour organiser sa structure, comme on ne sait pas très bien les calculer, puisque ce sont de nouveaux matériaux très anisotropes, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde une structure naturelle, il s'intéresse à un os métacarpien d'un vautour. C'est-à-dire, vous savez que les ailes, c'est des doigts. Hein. Donc, il prend un os au milieu, il démonte, il coupe en deux, il voit la structure interne, et par une voie de biomimétisme, il repasse à cette structure-là. Alors, il fait ses travaux entre 36 et 41, et il se fâche avec la Royal Navy en 41. Alors, faut imaginer le contexte de guerre, hein, c'est quand même pas très sympa. Il est pas très, c'est quelqu'un il écrit dans ses ouvrages, là, on retrouve tout ça. Il explique qu'il est pas très souple d'esprit, quoi. Il est le meilleur, on a les meilleurs matériaux, sauf que la technique de construction est assez compliquée puisqu'on assemble des poutres. Et l'armée anglaise dit, mais nous, on veut une coque qui soit complètement moulée, comme ce qu'on fait eux. Et il n'y arrive pas. Donc, il va falloir attendre 9 ans avant d'y arriver, avant de faire la première aile volante avec des fibres d'amiante, au passage d'ailleurs. Et du coup, le programme s'arrête un peu, et puis comme on n'a pas de colle structurelle, il développe des colles. Et à partir de 42, 43, on a des colles super performantes, c'est les gammes des Redux, qui sont toujours aujourd'hui utilisées dans l'aéronautique. Il a fait un petit virage là, mais c'est remarquable ce travail d'ingénieur. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en trouve dans les matériaux? Entre autres, des skis, c'est pour l'amortissement, des raquettes de tennis, on en fait des membranes de haut-parleurs, du mobilier, quelques carrosseries de voitures, des casques. Dans le domaine de l'automobile, en grande série, vous voyez toutes ces pièces qui sont des pièces d'habillage et souvent des structures tertiaires. Si ça casse, c'est pas trop grave, mais comme dans toute industrie, on commence sur des pièces qui sont pas structurelles. Quand on a fait des pédales de frein en composite, on s'est dit c'est pas terrible. Si ça casse, on va être responsable. Alors du coup, on a fait d'abord des pédales d'embrayage, puis quand au bout de 10 ans, on s'est dit bon, on va passer aux pédales de frein. On a fait des ressorts d'estafettes, d'amortisseurs en composite. On les a peints de couleur métallique, comme ça on pensait les gens pensaient avoir des structures métalliques. Enfin, on a triché pendant longtemps. Aujourd'hui, on est capable de faire des pièces tertiaires et puis demain des pièces primaires, entre autres des carrosseries. Alors, c'est souvent des écrans dont la fonction est souvent des écrans acoustiques qui jouent un rôle aussi d'isolation thermique. Et il y en a environ 6,5 kg par voiture produites en série, des tablettes arrière, des panneaux à l'intérieur des portières, vous ne le savez pas, mais ça marche plutôt bien. Donc, c'est un secteur qui fonctionne. Alors, l'exemple des morceaux que je présentais tout à l'heure, donc nous on pousse un peu le raisonnement en disant il nous faut des matériaux moins impactants sur l'environnement. Donc la recette elle est très simple, vous prenez de la farine, vous supprimez le gluten, vous gardez que les grains d'amidon, c'est ce qu'on a là, vous prenez des fibres de lin et vous faites votre mélange. Et cette coque de bateau, c'est ce matériau, elle est utilisable longtemps. On a réinventé du bois simplement, hein. Je peux la mouler par contre, et puis je peux la broyer et réutiliser la matière, je peux la mettre dans un tas de fumier en fin de vie. Voilà. Alors tout ça, l'intérêt, c'est de réduire les impacts sur l'environnement. J'ai pas dit qu'on était capable de les supprimer. On est capable de comptabiliser les impacts. Alors ça, c'est une coque d'un bateau de plaisance fabriqué avec des résines polyester, des fibres de verre. C'est ce qu'on a dans le port de Vannes. Et ce bateau qu'on avait fabriqué avec Plasmor à l'époque où ils étaient à Vannes, voilà, c'est moins impactant. Alors sur différents critères, vous voyez que en vert, l'eutrophisation de l'eau est plus importante avec ces matériaux. C'est l'effet marée verte. Hein. C'est pas le fait que j'utilise des produits d'origine agricole, hein, évidemment. Donc j'ai bien dit que je réduisais les impacts, mais sur ces impacts, il y en a un qui est un peu plus négatif. Mais globalement, on est capable de penser des matériaux pour demain plus intéressants. Ce n'est pas industrialisé, hein, ça. Alors pourquoi utiliser des fibres de lin et pourquoi elles ont des telles propriétés mécaniques alors que d'autres fibres, comme le coton, sont celles qui sont le plus produites? L'histoire, elle est très très simple.
faut vous poser la question de la fonction des fibres dans la nature. Vos cheveux ont une fonction d'isolation thermique principalement, donc ils n'ont pas de fonction structurelle. Par contre, dans une tige de lin, si je regarde, j'ai une couronne de fibres que je vais pouvoir retirer. C'est ce qui est à l'extérieur. Et ça permet à la tige de tenir debout. Et c'est un modèle intéressant parce que si je fais le rapport entre la hauteur et le diamètre, c'est environ un rapport de 350. Un bambou, c'est un rapport de 100. Un séquoia géant, c'est un rapport de 25. Ça vous donne la performance en termes d'élancement de cette structure. Donc si cette structure naturelle tient au vent, ça tient à 120 km/h, c'est parce que j'ai une couronne de fibres très performante tout autour. À côté, les fibres de coton sont prises, alors c'est autour de la fleur, hein, et vous avez donc des graines, et pour favoriser la dissémination des graines avec le vent, vous avez des poils séminaux, donc des poils qui sont collés aux graines d'un côté. Donc ça, c'est très intéressant pour faire du tissage, parce que j'ai pas la difficulté d'extraire ces fibres, j'ai juste une opération d'égrenage à faire. Par contre, la fonction n'est pas une fonction mécanique, donc les performances sont moindres. C'est des fibres intéressantes, mais ça explique pourquoi Gordon est parti des fibres de coton pour passer au lin. Alors, on voit très bien sur cette... donc, je regarde un peu plus près cette coupe. Je vois ces faisceaux de fibres qui sont tout autour. J'ai ici une cuticule, c'est pour éviter les échanges gazeux avec l'atmosphère, je simplifie. Hein. J'ai ici un parenchyme cortical, ces faisceaux de fibres. On voit des sections polygonales, donc les fibres se développent en poussant les unes sur les autres. Et puis ici, j'ai ce qu'on appelle le xylème, alors le primaire et le secondaire. Ici, j'ai la circulation de la sève brute, c'est-à-dire de l'eau et quelques minéraux. La sève élaborée va redescendre dans le phloème qui est ici. Et donc, on a une structure composite, d'ailleurs, au passage. C'est exactement la même organisation que ce qu'on fait pour faire une coque de multicoque, là, aujourd'hui, avec des structures sandwich. Un grand ultime ou un bateau de l'IMOCA, c'est fabriqué comme ça. On pourrait dire que c'est une structure avec un revêtement, une couche unidirectionnelle et une âme très légère qui évite... Alors, à quoi ça sert? Ça conduit la sève, et puis ça évite que quand la tige plie, qu'elle s'écrase, qu'elle se valise. Donc, ça a une fonction à la fois de conduction et une fonction mécanique. Alors, j'ai des cellules qui sont des fibres qui font entre 15 et 80 mm de longueur, ce qui est très très long, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, c'est ces fibres élémentaires que je vais aller charger. On voit ici des King-Bang, des défauts dont je parlais tout à l'heure, qui permettent l'identification. Alors, c'est quoi l'histoire de la croissance d'une plante? C'est que je mets une petite graine en terre, j'ai environ 100 jours de croissance. Donc au début, elle va développer son système racinaire, elle commence à sortir, alors c'est une dicotylédone, c'est-à-dire que j'ai 2 feuilles, hein. Et puis tout doucement, elle pousse, puis arrive le moment où il y a la floraison, et puis je développe des graines, et il y a la sénescence, c'est la mort de la plante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment ça fonctionne et comment se développent les cellules. Alors, on imagine de regarder cette plante qu'en de croissance. Vous voyez qu'ici, la tige est rigide, et au-dessus, elle est souple. Une cellule se crée en tête de la plante, c'est une petite bulle, elle va très très fortement s'allonger, de l'ordre de 2 à 4 cm par jour pendant 2 à 4 jours. Et la particularité de cette cellule, c'est qu'elle va se développer dans les autres. Donc c'est un modèle de développement intrusif, c'est-à-dire que je pousse d'autres cellules. C'est un modèle très particulier qu'on retrouve dans les orties et dans le chanvre, ce qui explique pourquoi ces fibres végétales sont très très longues. Si je prends un séquoia géant, c'est moins de 3 mm, et un chêne, c'est moins de 1 mm. Un balsa, c'est de l'ordre de 0,6 mm de longueur. Donc du 15 à 80 mm, c'est un modèle remarquable, c'est lié à ce modèle de développement. Donc cette cellule s'allonge dans cette partie-là, et puis elle va se remplir de l'extérieur vers l'intérieur dans l'autre partie. Donc la ligne rouge correspond à ce snap point, c'est les Russes de Kazan qui ont appelé ça comme ça, c'est la séparation entre la phase d'élongation et la phase de remplissage. Alors, si je regarde comment est fait une fibre, elle est renforcée, comme tout le monde végétal, par des fibrilles de cellulose, mais si je veux comprendre, je décompose cette fibre qui fait 15 microns. Alors, un micron, hein, c'est, je prends 1 mètre, j'y divise par 1000, j'ai 1 millimètre, j'y divise par 1000, j'ai 1 micron. Donc, j'ai cette cellule à paroi primaire qui s'est allongée très fortement.
Elle se remplit. Alors j'ai une couche de transition pour éviter que tout se décolle, et puis j'ai une couche S2 de la paroi secondaire qui représente à peu près 80% de sa section. Si je regarde comment elle est nanostructurée, je m'aperçois que ces matériaux sont constitués de fibrilles de cellulose liées par des polymères non cellulosiques. Et si je veux vraiment comprendre, on a maintenant des outils pour descendre à des échelles nanométriques, donc je divise encore par 1000, et on arrive à comprendre comment c'est organisé. Donc on a des éléments de renfort là qui sont très très performants. C'est pratiquement l'acier en termes de rigidité, une densité 5 fois inférieure et une résistance 3 fois supérieure aux meilleurs aciers. Mais une plante, ça doit être rigide, mais ça doit être assez souple pour accommoder les surcontraintes. Et puis il faut absolument que quand il y a une fissure, ça ne se propage pas. Un problème de ténacité. Donc tout compte fait, il y a toute une organisation hiérarchique, et ça nous intéresse beaucoup pour demain. Et donc ces structures élémentaires qu'on retrouve à l'échelle de paroi de la couche S2 et toutes ces couches, puis après on renforce la plante. Donc on va s'intéresser aux différents niveaux de hiérarchie, et on démonte tout aujourd'hui pour comprendre comment ça fonctionne, et comment demain on va pouvoir reconstruire des matériaux comme des coques d'armeaux, comme des choses comme ça, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine fois. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des matériaux nanostructurés, remarquables, comme les os de votre corps humain. Je ne sais pas si vous en êtes satisfait, mais c'est quand même des matériaux extraordinaires. Ça peut supporter un nombre de chocs importants. Il y a des limites, évidemment. Il y a des systèmes pour bloquer les fissures. Et puis, en fin de vie, c'est biodégradable. Donc, on a un système très intéressant. Pour comprendre les échelles dans lesquelles on se promène, si je prends un arbre, je le coupe, je vois des cernes qui correspondent aux périodes de croissance. C'est comme si je regardais ces cernes à 1 million de kilomètres. Donc je vois la Terre, mais tout petit, quoi. Et puis quand je commence à me rapprocher pour voir comment organiser les cernes, je vois que c'est des petits tubes. Voilà, je vois la Terre à cette échelle-là. Si je vais m'intéresser à l'échelle d'une fibre élémentaire, je vois la ville de Reims ici, vous voyez que je me suis rapproché. Et si je veux vraiment voir comment ça se structure, ça c'est le bâtiment de l'INRA à Reims. Ben voilà, j'ai fait un parcours, c'est comme si il me reste plus que 100 mètres, quoi. Donc j'ai 10 millions de rapports entre le moment où je regarde mon morceau de bois et l'organisation des parois végétales. Donc on a l'habitude de se balader dans des multi-échelles, et notre grande chance, c'est qu'on a aujourd'hui des outils, des microscopes à force atomique, des choses comme ça, et on a la possibilité d'aller voir comment ça se passe. Et quand on n'y arrive plus, ben on va au synchrotron Soleil pour voir comment c'est organisé. Alors, est-ce que ça a des très bonnes propriétés mécaniques? On va régler ce problème-là tout de suite. On compare à masse égale les fibres de lin, d'ortie aux fibres de verre, aux fibres d'acier, aux d'alu. Vous voyez qu'il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus rigide, c'est beaucoup plus résistant. C'est très simple, ça en traction. C'est des super matériaux. Donc, les utiliser, c'est pas du tout un retour à la bougie, hein. Il y a des enjeux, c'est des ressources renouvelables. On va pouvoir inventer de nouveaux scénarios pour demain. Nouveaux scénarios. Alors, comment ça se passe d'un point de vue itinéraire technique? Vous avez la culture, donc on met des graines en terre. Il faut réussir à avoir le bon développement de la plante, hein. Une fois qu'on en est là, on l'arrache. Il y a des machines qui vont permettre de coucher les plantes dans le champ, l'arracheuse. Et puis, il va y avoir l'alternance de soleil et de pluie qui va favoriser le développement de tout un écosystème, principalement des champignons et des bactéries. Il y en a environ 200 micro-organismes qui se développent là. Et ça va altérer les liaisons entre les fibres. Donc, vous avez ici une tige qui n'est pas rouille. Cette tige est rouille. Donc, on a fragilisé les liaisons. Et donc, on peut, après, par un traitement mécanique, récupérer les fibres. C'est ce qu'on a appris à faire à la main au départ et qu'on fait avec des machines aujourd'hui. Donc, vous sortez des rubans de fibres, vous en faites des fils et vous en faites des tissus. C'est très simple. Alors, autrefois, évidemment, c'était moins simple parce qu'il fallait arracher ça à la main. On retrouve ça en Égypte ancienne dans les tombes, hein, des dessins. On voit l'arrachage. Il y a plus de 100 ans en Bretagne, c'était un enfer parce qu'il fallait tirer sur les plantes pour casser la tige là où s'arrêtent les fibres, pour pas en perdre. Et vous voyez qu'il fallait 15 à 20 personnes pour arracher 1 hectare en une seule journée. Vous comprenez pourquoi ça s'est arrêté en Bretagne, quoi. Si on compare par rapport à ce modèle-là, c'est quand même nettement moins intéressant. Alors après, pour favoriser ce ruissage, aujourd'hui, c'est fait au sol, parce que longtemps, on l'a fait à l'eau. C'est ce qu'on voit ici dans la liste, la rivière qui est entre la Belgique et la France. On faisait des gros radeaux
de plantes, on les trempait dans l'eau et avec des gros cailloux par-dessus. Et l'alternance de cette temps d'immersion pendant un certain temps avec des bactéries qui se développaient, qui consommaient tout l'oxygène plutôt, favorisait la dégradation de l'ensemble, sauf que ça avait des effets destructeurs pour l'environnement. Donc on a abandonné ces solutions. C'est interdit en Bretagne environ depuis les années 60. Mais on n'a plus le droit d'ouvrir à l'eau. Alors on a cherché d'autres voies, on a essayé l'eau chaude, on a dans des bassins, on a essayé des ruissages enzymatiques. Après tout, les champignons, ils développent des pectinases, donc pourquoi pas synthétiser des pectinases en disant on va faire la même chose, quoi. Pour l'instant, ces modèles ne sont pas développés parce que c'est trop cher, mais c'est peut-être une voie pour demain à cause des évolutions climatiques. Alors, vous voyez des techniques de séchage après, et puis on voit l'effet du rouissage. Là, vous avez des fibres pas du tout rouilles, qui sont très très jaunes, et des fibres qui sont très très brunes. C'est celles qu'on va utiliser. Elles sont brunes parce qu'il y a des micro-organismes par-dessus, hein, mais ça, on pourra les teinter, on arrivera à avoir des choses très très chouettes. Et alors, ce qu'on a découvert, c'est que les propriétés mécaniques de ces cellules évoluaient lors du rouissage. Donc, elles sont beaucoup plus résistantes et plus rigides après le rouissage qu'au départ. Alors, les techniques d'extraction, on a mécanisé ce qu'on sait faire depuis des milliers d'années, écoute, qu'on fait. Hein. Si vous reprenez, alors j'ai pris un ouvrage de 1919 parce que les schémas étaient sympas, on retrouve la première étape, c'est l'étape d'égrenage. Donc on passait les plantes sur des peignes pour récupérer les graines. La deuxième étape, c'est de passer dans une broie pour casser les tiges de façon à endommager le xylème, le bois qui est au milieu, éclater et puis récupérer les fibres. Alors, cette technique, c'était un écan, et on voit comment on arrachait l'ensemble, on séparait le bois des fibres, et puis après on les peignait. Aujourd'hui, évidemment, c'est mécanisé, donc vous avez un système assez simple. Les bottes de paille ont été enroulées en faisant attention ou en ne mélangeant pas le pied et la tête. Hein. Tout est parallèle. On a bien fait attention à l'angle d'enroulement. On fait très attention à utiliser des ficelles qui sont des ficelles de lin. Pas question d'utiliser de fils de synthèse, du polyéthylène ou je ne sais pas trop quoi. Vous imaginez que la moindre particule de matière plastique synthétique qui passerait dans ces tiges, dans ces fibres plutôt, polluerait complètement le lot. Un textile, une chemise avec un gros morceau de plastique, ça y est, c'est perdu, quoi. Donc pour être sûr de ne pas avoir le moindre intrant possible de matériaux de synthèse, toutes les ficelles sont en fibre de lin. Donc c'est déroulé, ça passe entre des rouleaux cadenés, on en voit un ici, donc ça casse, et puis après on bat l'ensemble, et puis à la sortie, vous avez ces faisceaux qui font à peu près la hauteur de la plante. C'est ce que j'ai ici. On arrive à retrouver le pied et la tête. Il y a des contrôles qui sont faits encore à la main aujourd'hui. On essaye de mécaniser ça avec des caméras optiques. En fonction de la couleur, on est capable de donner une valeur. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, vous avez donc du stockage de ces fibres après, et il y a les Chinois qui viennent le matin de bonne heure avec des vêtements noirs, et on va tirer sur les fibres pour leur donner une valeur, quoi. On en est là. Et puis de l'autre côté, en Chine, ils ont des gros laboratoires de contrôle de toutes ces fibres pour passer en textile. Mais on est encore sur des méthodes dites organoleptiques, avec un chef d'entreprise qui a tous les savoirs. Alors, il faut une dizaine d'années pour être formé, et c'est très compliqué. Nous, on sait un peu faire, mais pas très très bien. Mais il y a donc des codes. Alors, il y a des lins bleus, vous voyez, ils sont jamais bleus, hein, mais c'est des codes pas très particuliers. Et la valeur se fait en fonction de la qualité du lin, à la fois la résistance des fibres, la facilité de division et la capacité de faire de la filature. Un lin de très grande qualité, aujourd'hui, ça se vend 4 € du kilo. Donc, un lin de mauvaise qualité, c'est moins de 1 €. Vous avez intérêt à bien travailler. Alors, souvent, on nous dit, mais d'abord, c'est le retour à la bougie. Bon. Et puis, c'est pas possible, quoi. Une année, c'est bien, une autre année, c'est pas bien. C'est infernal, quoi. Dans le cadre d'un produit industriel, vous voulez sortir 1500 voitures par jour, hein, on entend des cadences de production très, très importantes. Et si on regarde bien, les gens n'ont pas la même angoisse sur le blé, alors qu'on va faire du pain chaque année. Quand vous achetez une chemise, elle se déchire pas une fois sur deux. Donc, on a mis en place des tas d'outils de contrôle. Et du coup, on a été capable d'analyser très, très finement les paramètres qui interviennent.
il y en a une liste, et puis il y a des paramètres qui interviennent que je ne peux pas contrôler, c'est ceux qui sont en rouge, c'est-à-dire c'est l'eau, le soleil, le vent, d'une année sur l'autre, je ne sais pas. Par contre, on sait que ce sont des plantes à rotation de culture, donc on revient sur une parcelle tous les 7 ans. Il y a un siècle en Bretagne, c'était tous les 35 ans. Si vous revenez trop rapidement sur une parcelle, vous allez avoir un développement de maladie, et donc vous allez avoir une perte de récolte. Donc vous avez des variétés avec différentes précocités. Donc, il y a un certain nombre de variétés qui sont inscrites au tableau en France, qu'on peut acheter. Vous avez une garantie de la qualité des semences. Vous avez à peu près 80, normalement, c'est minimum 92% des graines qui germent. Mais en réalité, c'est plutôt 96%. Donc, on est capable, avec des semoirs très, très précis, de quantifier le nombre de graines qu'on met. Et puis, on peut travailler correctement le sol. On est capable de savoir à quelle profondeur il faut mettre des graines. Et puis, après, il faut de l'eau, 180 mm d'eau sur les 100 jours de croissance. Et l'idée, évidemment, c'est que cette eau soit répartie sur tout le cycle végétatif. Il faut du vent, de la température, et c'est par la température qu'on va savoir quand le lin est à maturité. Et on fait la somme des températures qui sont au-dessus de 5 degrés. Les plantes ne poussent pas en dessous de 5 degrés et ne poussent pas au-dessus de 32 degrés. D'où la logique de se rapprocher des océans pour les cultiver. Bon, après, il y a tout l'état de récolte, enfin, il y a plein de choses qui interviennent, mais on contrôle énormément de paramètres aujourd'hui. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Après tout, ce que j'ai raconté, c'est que c'est une ressource, ça fait longtemps qu'on les utilise. D'un autre côté, c'est une source de connaissances parce qu'on voit que c'est des structures composites, donc on peut apprendre. C'est qu'on fait un sacré livre ouvert. Bon, c'est merveilleux. Moi, je trouve qu'avec une petite graine, en termes un tel patrimoine, on arrive à faire des plantes qui sont aussi performantes avec des cellules qu'on va pouvoir utiliser encore pour les générations futures. Alors, donc ça a changé. Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit qu'on a des difficultés pour demain. Moi, j'ai commencé en 91 à travailler là-dessus, et pendant jusqu'en 2003, c'était d'essayer de convaincre mes collègues universitaires de l'intérêt de revenir à des matériaux comme ça. La dernière fois qu'on s'est pas foutu de ma gueule à un colloque scientifique, c'est en 2003, c'est à Toulouse, je me rappelle très très bien. Avant, j'étais l'écolo attardé, ce qui était très très fort sympathique. Hein. Moi, je préfère qu'on me mette cette étiquette-là, mais les mecs rigolaient, quoi. Ils comprenaient pas. En 2003, ils ont pu rigoler. Là, je présentais des travaux sur les orties. Et c'est le moment où une partie de la population commence à comprendre des notions de changement climatique, que nos sociétés ne vont pas très bien. Enfin, tout ce qui a été décrit depuis les années 50. Hein. Vous reprenez tous ces bouquins, et entre autres, l'utopie ou la mort de Dumont en 74, tout est raconté, quoi. On ne sait pas pourquoi ça n'a pas changé, mais... Et alors, 15 ans après, on voit des développements industriels à grande échelle, sauf que maintenant, 30 ans après le début de mes travaux, ce qu'on est en train de lancer aujourd'hui, c'est à la fois des développements pour faire des structures de voiles, de coques, dans l'aéronautique, enfin, des tas de ces secteurs très intéressants. Et une des questions de fond, c'est qu'est-ce qui va se passer avec le changement climatique? Et on l'a déjà. Si vous regardez cette carte en haut à gauche, c'est les écarts de pluie. Je dis qu'il faut 180 mm d'eau entre le moment où je sème les graines et le moment où je récolte la plante. Et voilà les écarts qu'on a dans la zone de culture. En rouge, c'est une différence de 125 mm. C'est qu'il est tombé, au lieu de 180, il est tombé que 55 mm, quoi. Et on voit des zones rouges. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui se passe demain? Et comment on va pouvoir modifier, adapter les graines, adapter plutôt, changer de manière de pratique. Par exemple, au lieu de mettre des graines au printemps, je pourrais peut-être les mettre en hiver. C'est ce qu'on appelle des lins d'hiver au lieu des lins de printemps. Sauf que les expériences 2021 sont pas bonnes puisque les températures dans le nord de la France sont passées en dessous de 15 degrés et donc les graines ont été détruites. Ils ont eu moins 17 et ça passe pas, quoi. Donc il va falloir travailler sur de nouvelles variétés qui ont des capacités de mémoire suffisantes pour supporter des plus basses températures. Ce qu'on voit, c'est la relation directe entre le cumul de précipitations et puis la hauteur des tiges du lin. Vous voyez la courbe. Vous voyez, alors c'est pas la longueur de la hauteur de la plante, c'est la hauteur des faisceaux qu'on récupère. Et vous voyez qu'on peut récupérer jusqu'à 95 cm, voire pratiquement 1 mètre en 2014, et alors qu'en 2020, on a récupéré des plantes qui faisaient plutôt 78 cm de hauteur. Alors on voit des scénarios déjà apparaître en disant c'est quoi l'agriculture de demain? On voit du stress hydrique
apparaître. Et vous voyez, sur ce scénario pessimiste pour les années, sur la tranche 2020-2050, on voit les zones qui commencent à se rapprocher de la côte. Et puis, des années 40 à 2070, on voit que ça sera très difficile de faire de l'agriculture dans ces zones-là. On en est là. On voit des points verts en Bretagne. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait la culture du lin traditionnel en Bretagne. Donc, on peut très bien en revenir. Jusqu'à présent, il y avait des... Alors, depuis 20 ans, moi, je rencontre des COP et tout. Là, il y a 3 projets qui commencent à être un peu intéressants. J'espère qu'il y en a un qui ira jusqu'au bout. Il y en a un qui est bien parti parce qu'il a mis en place une réflexion avec son banquier. Donc, je trouve que là, quand on commence à parler d'argent en même temps que le projet, c'est qu'il y a une réflexion. Autrement, je vais dans des trucs fort sympathiques avec des gens qui veulent faire ça en bio, c'est remarquable, mais ils partent de zéro et il faut tout reconstruire. Les graines, on sait où les trouver, mais il faut avoir des agriculteurs qui savent faire, il y a beaucoup de savoir-faire, il faut le machinisme, il faut être capable de ne pas déplacer ces plantes sur des kilomètres, il faut un centre de teillage, ça coûte 1 million d'euros pour commencer, hein, voire 10 si vous voulez vraiment. Donc on est dans des scénarios où peut-être que ça va marcher. On voit bien la zone littorale, hein, et puis il nous reste les Pyrénées-Atlantiques, où on peut faire quelque chose aussi. Bon, c'est un peu... Hein, je ne pensais pas que ça aurait... découvrir ça sur ma carrière. Alors, il y a des tas d'autres scénarios qui sont envisagés, hein, c'est les techniques d'agroforesterie, où on essaye sur une parcelle de mixer la sylviculture et la culture de plantes, et le but c'est d'avoir des synergies entre les deux. On arrive à faire grossièrement sur 1 hectare en agroforesterie ce qu'on ferait avec 1,4 hectare. Alors, on aurait 0,8 de culture et 0,6 de forêt, quoi. Donc, on arrive à inventer des scénarios. C'est étudié en France, c'est aussi étudié au Canada, parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des difficultés à venir, quoi. Donc, on peut imaginer d'autres manières de cultiver, sauf que vous voyez que pour replanter des arbres, il faut du temps, il faut apprendre, il faut repenser peut-être que les talus, ça servait à quelque chose, puisqu'on en a massacré combien de kilomètres en Bretagne? 40 000, je crois, c'est ça? En payant les gens au kilomètre de talus ils ont été efficaces, hein. Et puis après, on s'est dit, la biodiversité, c'est peut-être important. Il y a peut-être une connexion avec les racines et des plantes qui sont sur les talus et les plantes cultivées. Ça sert peut-être à retenir l'eau. Enfin, voilà des scénarios. Alors, du coup, la logique aussi, c'est de se dire, mais si l'agriculteur plante, c'est bien parce qu'il a une juste rémunération de son travail. Et on ne peut pas imaginer un scénario où seules les fibres aient de la valeur. Parce qu'il reste 50% de la biomasse, c'est le système de conduction, il reste des graines, il reste des poussières, quoi. Quand on arrache, on laisse une partie des racines dans la terre, et c'est très bien pour les cultures suivantes, puisque ça va donner une perméabilité, ça laisse des éléments minéraux fort utiles pour les plantes qui sont derrière. On sait qu'un blé derrière un lin, ça passe de 80 à 85 quintaux en moyenne, donc c'est tout à fait rentable. Donc la logique des rotations est très intéressante. Sur les scénarios pour demain, on voit bien comment les fibres passent dans des voies de matériaux composites, de textiles, voire d'isolants pour le bâtiment. C'est disponible aujourd'hui. Et pour la partie bois conduction, on peut en faire de l'énergie. On peut aussi en faire des matériaux de construction. Et ça, c'est un modèle que je trouve remarquable. C'est des petits morceaux de bois, donc la partie centrale de la tige, mélangés à de la terre. Donc la terre avec des argiles, terre crue, hein, qu'on a le pisé, l'adobe, enfin tous ces modèles de construction utilisés par les hommes. Il y a 50% de la planète où les gens vivent dans des maisons fabriquées de la terre crue, donc des modèles hyper intéressants. Et donc on arrive à faire des matériaux avec une petite phase de matériaux minéraux, des argiles pour tenir tout ça, et des matériaux super isolants. Et en fin de vie, c'est très simple à recycler, puisqu'il suffit de remettre ça en terre. La phase organique va se biodégrader et puis le reste va repasser dans le circuit. Donc des modèles hyper intéressants. Alors on voit le domaine du bâtiment s'est intéressé à ça, hein. La logique, c'est d'essayer de stocker du CO2 dans le domaine des bâtiments et de ne pas utiliser des matériaux qui dégagent du CO2. C'est assez simple à comprendre, hein. Imaginez un modèle de maison mal isolée sur 50 ans. La fabrication des matériaux représente 12% de l'énergie consommée. Par contre, pendant 50 ans, vous allez consommer une grande quantité d'énergie pour chauffer votre bâtiment. 83%. La partie construction de la maison, c'est que dalle. Une bétonnière, vous avez vu, ça demande assez peu d'énergie, c'est pas de l'industrie, quoi. Et puis, il faut maintenir le bâtiment, mais ça ne représente pas grand-chose, et le déconstruire, et non pas la démolition. On ne démolit plus, on déconstruit les bâtiments, mais on ne sait pas quoi faire des gravats.
mais ça, c'est un autre problème. Si je commence à appliquer le règlement thermique 2012 au règlement thermique 2020, on va vers des bâtiments qui sont passifs, c'est-à-dire qui ne demandent plus d'énergie pour chauffer, et voire on installe des panneaux solaires ou des systèmes comme ça, et du coup, ils deviennent actifs, et on n'a plus besoin d'énergie pour assurer le chauffage. Dans ces cas-là, si je diminue cette part d'énergie, eh ben, ce qui est très impactant, c'est les matériaux de construction. Donc vous voyez pourquoi des grands de la construction, comme Bouygues ou ces genres de personnes s'intéressent à ça. Et évidemment, ils sont très en retard, parce qu'ils n'ont pas pensé, c'est des gens qui pensaient béton. Béton, ça coûte pas cher, quoi. C'est de l'eau, du sable, sauf qu'on commence à avoir plus de problèmes, des sacrés problèmes de sable. Hein. Vous savez que vous en consommez chaque jour 25 kilos. Hein. Chaque Breton consomme 25 kilos de sable et 4,6 litres de pétrole. Donc on est des comportements très addictifs. Alors évidemment, vous n'allez pas tous chercher du sable tous les jours hein, chez un fabricant. C'est l'usage pour la construction. Donc il faut trouver d'autres choses. Et les granulats organiques, c'est peut-être une solution, une réponse. Alors, quand on travaille sur ce sujet-là, donc on utilise des ressources, on se dit mais tout compte fait, la nature est un super dictionnaire. Là, je peux apprendre plein d'histoires et inventer des scénarios pour demain. On peut se poser des tas de questions aussi qui sont peut-être d'ordre philosophique. Après tout, si je fais des sciences, c'est que j'ai une idée. Je fais pas ça parce que c'est à la mode. Enfin, depuis 30 ans, j'aurais arrêté, quoi. Il y a d'autres sujets. Je fais ça parce que ça a un sens. Il y a une philosophie derrière. Donc c'est ce que raconte Will Durand dans sa phrase. Il a écrit l'histoire de la philosophie en 26 volumes, que je n'ai pas lu évidemment. Mais sa phrase est intéressante parce qu'elle dit que toute science commence par une philosophie et se termine en art. Et donc, c'est quoi l'objectif de tous ces travaux de développer des nouveaux matériaux issus d'agro-ressources? C'est essayer de travailler sur des questions de fond qui sont comment on maintient la vitalité de la Terre ou l'hospitalité de la Terre, hein, comment on peut satisfaire les besoins fondamentaux des êtres humains, et puis comment on peut développer une société plus humaine, quoi. En revenir un petit peu en arrière, l'individualiste à tout prix a quand même des limites, quoi. Donc il y a des questions comme ça qui se posent. Et puis, tout compte fait, je suis en train de travailler sur des nouveaux paradigmes. Nous avons aujourd'hui des étudiants qui s'inquiètent fortement pour leur avenir. Hein. On nous parle, vous avez vu ce vocabulaire qui apparaît, on parle d'éco-anxiété, de burn-out écologique, le terme solastalgie. Alors c'est les sociologues, c'est les psychologues, les psychiatres. Si vous faites des tests, il y avait ça dans Le Monde il y a quelques jours, là, je crois qu'il y a 70% des jeunes entre 20 et 30 ans qui considèrent qu'il y a des gros nuages noirs à l'horizon, quoi. Et donc, on a des jeunes qui sont très stressés et on a un effet Covid là qui a rajouté une couche, quoi, parce que on a vu la mortalité. Et donc, tout compte fait, on est en train de travailler aussi sur des paradigmes, c'est-à-dire des nouvelles manières de penser. La logique, c'est que si on veut que ça change, on sait qu'il faut deux trucs importants. Une crise, la crise climatique, on l'a, même M. Trump a compris. Il a été long à comprendre. Et puis, il faut déjà avoir préparé des scénarios pour demain. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Vous voyez qu'au début, on nous parlait de protéger l'environnement. Puis, au bout d'un moment, on s'est dit, mais attendez, il y a l'homme, et puis il peut faire ce qu'il veut, puis autour, il y a l'environnement. Ça marche pas très bien. On a commencé à parler de nature, en disant que l'homme faisait partie de la nature. C'est un concept qui est plus intéressant. Mais on voit bien que ça nous permet pas de tenir compte d'une nature qui serait primitive, qui existerait toute seule. C'est assez difficile à définir parce que la trace de l'homme, elle est un peu partout. Et puis, on n'a pas les interactions entre les individus. Donc, il y a les modèles qui sortent aujourd'hui sont plutôt de réflexion philosophique, sont toujours du vivant. On commence à expliquer l'interconnexion avec tous les êtres vivants, quoi. Les écosystèmes, c'est complexe, il y a plein d'interactions. Notre problème, il est assez simple, hein, c'est qu'on sait qu'il y a de la casse irréversible, on n'a pas le temps d'attendre que ça soit fini pour savoir ce qu'il faut faire, et donc on est condamné à courir très vite dans le brouillard. Et qu'est-ce qu'on a pour nous? Notre intuition, notre capacité de créativité et notre capacité d'improvisation. Improvisation dans le sens de la musique, hein, en jazz ou en musique classique du temps de Mozart, ou quand je parle de théâtre improvisé, quoi, en comptabilisant l'ensemble des impacts sur l'environnement. Donc on est dans une logique aussi de penser autrement. C'est intéressant de travailler d'ailleurs sur des concepts comme ça d'improvisation, parce que tout le monde me regarde en disant « Oh là, t'es fou ». Mais rappelez-vous, Beethoven, Mozart avait un mécène
qui lui demandait des tas de trucs, et comme il fait du pognon, il est obligé d'accepter à toutes ces demandes. Et puis un jour, le mécène arrive avec Beethoven. Mozart, avec les copains et les copines, il a plus un verre de rouge, il a autre chose à faire que de s'occuper d'un jeune gars de 17 ans, soi-disant un génie de la musique. Toutes les semaines, il envoie un, quoi. Donc, il est obligé d'écouter Beethoven, il met dans sa sac de musique, le gars commence à jouer, et il joue un morceau qu'il a travaillé, mais Beethoven, Mozart n'a rien à fiche, quoi, ça le touche pas du tout, quoi. Et Beethoven, juste à la fin de son morceau, a cette idée de génie en disant « Lancez-moi une phrase, j'improvisais pas dessus ». Et c'est là-dessus que Mozart a reconnu le génie de Beethoven, et qu'il a dit partout haut et fort, vous entendrez parler de ce garçon. L'improvisation, c'est quand même ce que faisait Bach quand il jouait d'un instrument de musique. Quand il voulait écrire une partition, il se mettait à sa table. On a travaillé pendant longtemps, on a enseigné l'art de l'improvisation, et puis l'Église s'en est mêlée. C'était pas quelque chose. On a sacralisé le compositeur. Puis ça c'est très bien décrit dans le bouquin de Manoukian sur l'histoire de la musique. Le seul domaine qui a continué dans cette direction-là, c'est le jazz, et on a même étudié l'influence sur le comportement du cerveau. On voit que si vous jouez de la musique ou vous improvisez, c'est pas la même zone qui travaille. Donc, on a des problèmes qui nous arrivent, hein, du climat, de biodiversité, qualité de l'eau, enfin, des tas de choses comme ça. Hein. L'imprégnation chimique, c'est-à-dire le fait que je mette des particules de plastique partout dans l'océan, c'est ce que nous raconte ce petit dessin humoristique où la personne passe à la caisse et demande un sac en plastique. On lui dit, mais le plastique est déjà à l'intérieur du poisson. C'est en venant tout à l'heure ici, j'avais sur France Inter, on parlait de l'Albanie, qui est quand même l'un des pays records en termes de pollution des océans. À Marseille, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une belle grève, là. Puis il a plu 180 mm d'eau. Hein. Vous savez où sont passées les ordures, on les retrouve sur toutes les plages maintenant, et une partie au fond de la mer. Alors, on travaille sur des concepts pour faire avancer. Alors, j'ai pas dit que c'était la vérité, c'est simplement des outils. On remet en perspective nos travaux de recherche, en cohérence avec les enjeux de la société. Voilà. Et puis, on nous parle souvent de l'eau technologie, high technologie, des trucs comme ça. Mais tout compte fait, les technologies intéressantes, les technologies remarquables, c'est quoi? Ben, c'est les plantes. Imaginez ce mât d'éolienne, il est tombé, on va rien en faire. Ça serait une plante de lin. Elle a été versée. C'est une instabilité mécanique. Il y a du vent plus de l'eau, ça fait des charges additionnelles. Elle n'était pas encore structurée, elle s'est couchée. Elle a sa capacité de cicatriser, de se redresser, de se réparer, de se renforcer. Vous voyez, cet arbre, il a été couché, c'est à Kerguéhennec, et il développe du bois de tension pour se remettre à la verticale. Il y a des très belles histoires à raconter sur les arbres aussi. Ici, je suis en Nouvelle-Calédonie, c'est un banyan. Il va développer du bois là où il y a des surcontraintes. On a des sols assez pauvres, on ne peut pas descendre, les restantes votantes ont du mal à descendre, donc c'est les racines traçantes qui le tiennent. Donc il y a des messages codés qui arrivent à l'arbre, qui développent des structures, et puis on voit bien comment une plante peut s'adapter aux surcontraintes. On est à Camaret, la mer, l'ouest est là, donc les vents dominants, et donc la plante adapte sa morphologie aux surcontraintes pour diminuer la traînée. C'est ce qu'on appelle la tigmomorphogénèse, ce qui est très intéressant. Alors on va volonté des technologies à partir de ça. On peut imaginer de vouloir faire pousser directement une coque de bateau dans un champ de lin, mais on ne sait pas faire. Par contre, on peut prendre des copeaux de bois ensemencés avec des champignons et faire en sorte que la biomasse se développe, ce réseau se développe tout doucement dans un outillage. Et puis, une fois que la pièce est fabriquée, il suffit de donner un petit cycle thermique pour tuer le champignon. Et ça nous permet d'avoir des matériaux biodégradables, utilisables longtemps et qui demandent très très peu d'énergie. On peut aussi copier ce système. Alors ça, c'est un pont. Et c'est inspiré de la pression dans une plante. Vous savez qu'un manque d'eau et une tête moins sympathique. Et donc, du coup, on fait des structures gonflables avec des câbles. Alors là, c'est ce qu'on appelle les tenségrités. C'est un peu compliqué. C'est inspiré de la structure du corps humain. C'est les tendons ou les muscles qui sont fixés au niveau des os. Je n'ai pas le temps de donner les détails, mais tout compte fait, en copiant ces modèles-là, avec très peu de moyens et très peu d'énergie, on est capable de faire des structures hyper performantes. Soit mouler directement, soit inventer des structures. Donc, moi, mon scénario, les gens nous parlent de low-tech ou de choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des structures à très haute performance environnementale, c'est-à-dire sans impact, ou en minimisant coûte que coûte les impacts. Voilà, merci pour votre attention. Juste termine sur cette phrase de Lamartine qui dit que c'est pas simplement du blé qui sort d'une terre cultivée, mais toute une civilisation.
Et je pense que quand on regarde, si on parle de lin, vous l'avez dans votre vocabulaire, le linge, le linceul, la linotte, enfin voilà, on a cette culture. Donc c'est assez facile de travailler sur ces plantes, tout compte fait, parce que dans l'inconscient collectif, c'est des plantes qui parlent à tout le monde. Merci pour votre attention. J'espère que j'ai respecté. On m'avait dit 1 heure, alors. Ça. Alors, s'il y en a un autre, voilà. Bon, j'espère ne pas avoir été trop provocateur. Mais c'est plus amusant de provoquer un petit peu. Question ? Vous avez assommé. Oui. Vous nous avez montré une image de l'arrachage du lin dans la vallée du Nil. Oui. Et vous avez dit qu'il fallait environ 180 mm d'eau pour que le lin arrive à maturité. Oui. Comment se fait-il que l'on ait vu pousser du lin dans la vallée du Nil du temps des pharaons? L'irrigation. L'irrigation. Voilà, c'était où. Et ils en produisent toujours. Hein. Moi, j'ai été au Caire dans un colloque scientifique, j'étais voir ce qu'ils faisaient, mais ils ont une production très modeste. Ils ont perdu des tas de savoir-faire, et puis ils ont un lin de très mauvaise qualité. Et on le voit même pas arriver sur les marchés. Parce que tout compte fait, pour avoir les données des volumes disponibles aujourd'hui, il suffit de s'intéresser aux données de la FAO. Et donc, on voit exactement les zones de production qui sont déclarées, les surfaces, mais on voit les volumes qui passent sur les marchés. Le lin égyptien aujourd'hui n'est pas représenté, comme le lin russe, il n'y a rien. Or, ils ont des grandes surfaces cultivées. Et ils ont vraiment des traditions. C'est là où on allait chercher les graines avant pour les amener en Bretagne. Et donc, il y a un truc qui a pas marché, là. Mais c'est vrai que c'est tellement compliqué, ils ont tellement peu de terres agricoles, ils ont aussi une pression démographique gigantesque. Donc, par exemple, le papyrus, on n'a pas très bien compris parce que c'est quand même un truc extraordinaire, ça se développe à grande échelle. À Rome, il y a des bibliothèques à partir de ce papyrus égyptien, et puis à un moment, ça s'effondre. Donc c'est la ressource qui manque. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont trop tapé dans la ressource, ou c'est par des changements climatiques. Mais il y a un moment, il y a un effondrement qu'on n'explique pas, ou je suis pas assez spécialiste, je l'ai pas trouvé dans les bouquins, pour l'instant. Mais donc... Merci. En montrant des gravures, il y avait des antilopes, il y avait, etc. Il y avait plein de choses. Et notamment, il montrait un contre-exemple, un éléphant stylisé dans les gravures, si bien qu'ils ne savaient plus ce que c'était qu'un éléphant. Les éléphants étaient partis parce qu'il leur faut beaucoup d'eau. Donc la sécheresse est arrivée environ vers 2004-2005. Moins. Moins 2004-2005. Bien sûr, ouais. Environ. Okay. Et quand on s'intéresse au système d'écriture, donc après il y a le papier, mais c'est très tard. Hein. Et puis après, en Moyen Âge, c'est le velin, quoi. C'est la peau de bête. Ce qui explique qu'on n'a pas fait de bibliothèque pendant un sacré moment, quoi. Puis après, on a récupéré ces fibres, ces déchets. C'est intéressant d'ailleurs le mode de recyclage. On démontait les bateaux, on récupérait les voiles, on les mettait dans des circuits pour faire des emballages, puis on récupérait les chiffons. Et la fin des chiffonniers, c'est quoi? C'est les années 60 peut-être? J'ai l'impression d'en avoir encore vu, moi, quand j'étais gamin. Oui, voilà, parce que c'est enregistré. On va essayer. Vous avez parlé de la bakélite, oui, et du formica. Est-ce que le revêtement de sol qui s'appelait le linoléum comprenait du lin? Bien sûr. Ah bon? C'est de l'huile de lin qui était utilisée, et vous aviez de mémoire comme charge, c'est de liège. Donc le subaire du chêne liège là qui était broyé,
et qui est un matériau de grande qualité, hein, qui dure très longtemps. Aujourd'hui, on peut toujours en acheter, c'est toujours fabriqué. Vous pouvez en utiliser, entre autres, pour faire de la gravure. C'est très dans les arts plastiques. Et puis, vous pouvez les acheter pour faire un sol, sauf que c'est beaucoup plus cher que les sols en PVC. Non, tout à fait, c'est du lin aussi. Hein. Vous avez parlé de la culture des orties. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, ça m'amuse parce que les orties, alors je me suis intéressé, vous savez, vous avez des centres d'intérêt par moment, et moi je me suis mis à construire des arcs. Et donc je voulais comprendre comment ça fonctionnait, donc j'ai lu plein de bouquins sur l'archerie, et puis j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, on utilisait des fibres d'ortie pour faire ça. Alors du coup, j'ai cherché tous les bouquins possibles et j'ai voulu m'en approvisionner. Alors j'ai trouvé des fibres de ramie qui venaient d'Asie, mais comme je ne savais rien, je refuse de travailler sur des fibres qu'on m'amène, qu'on me pose sur mon bureau. Donc j'ai un stock, mais je ne sais pas quoi en faire. Moi, je veux connaître l'origine de la plante, toute l'histoire. Autrement, ça n'a pas de valeur. Alors du coup, j'ai été chercher des orties à Beau. J'avais repéré la période. Là, j'ai cherché les plus belles qui s'est développées. Je les ai traitées. Et puis, je les ai rouillées dans mon jardin à l'eau. Et je les ai extraits. Et on a travaillé sur ces fibres qui sont remarquables. Donc, c'est logique de travailler sur ces fibres pour faire des structures très importantes. Alors pourquoi d'abord on les utilisait? C'est parce qu'elles sont très blanches et qu'elles avaient des propriétés fongicides intéressantes. C'est-à-dire que, comme le purin d'ortie, on utilisait ça pour faire des sacs de munitions. Les Allemands faisaient ça pour des chaussettes, pour des sacs à dos, des structures qui étaient mouillées, pour essayer que les moisissures ne se développent pas trop. Ça s'arrête à la sortie de la Première Guerre mondiale. D'abord, ce sont des plantes difficiles à cultiver. Vous avez, alors, le lin, c'est des graines. Là, c'est des rhizomes. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue culture, puisque vous ne faites que couper les plantes. Sauf que si je remets aujourd'hui des orties en culture, il va falloir que ça marche, parce qu'autrement, au bout de 3 ans, je rentre avec un bulldozer pour dégager tous ces systèmes racinaires, quoi. Donc, c'était une forte contrainte, très difficile à travailler. Par contre, très intéressant d'un point de vue écologique, puisqu'il y avait environ 26 variétés d'insectes endémiques des champs d'ortie. Mais c'est le fait que ça soit très difficile à travailler, qu'il n'y a plus de sélection variétale, que ça s'est perdu, et puis que ça demandait des terres plutôt riches en azote, et donc des grandes difficultés de production. Donc on passe de 19 000 hectares, ça s'effondre. Et donc il y a des projets aujourd'hui. Donc à la suite de mes travaux, moi je reçois une lettre tous les 6 mois à peu près en disant je vais en trouver, je vais redévelopper ça et tout. Et évidemment, ça reste lettre morte. Dans l'est de la France, ils ont voulu recultiver des orties sur des terrains pauvres en disant ça fait une plante, mais en réalité c'est pas d'un rendement très intéressant, quoi. Et puis on a pu le savoir-faire des graines. Il paraît qu'il y a un lieu en Angleterre où ils ont quelques variétés cultivées, mais on part à zéro. Donc tout a été perdu. Trop difficile à travailler. Et puis, il y a le rendement. Hein. Quelle est la proportion de fibres que vous avez à la plante, alors que pour le lin, vous avez continué à faire la sélection variétale. On sortait en 1876 2000 kilos de fibres à l'hectare dans des parcelles expérimentales. Aujourd'hui, en moyenne en France, on sort 2,5 tonnes, et sur des parcelles expérimentales, on arrive à 4 tonnes. Et la biomasse à l'hectare, c'est grossièrement 8,5 tonnes. Hein. Donc, on a fait des variétés dont la proportion de fibres est plus importante. C'est intéressant parce que d'un côté, c'est le rendement pour l'agriculteur, et puis la plante tient mieux debout puisque elle est moins sensible à l'averse, donc on peut les faire plus hautes. Donc c'est des matériaux top, quoi. Oui. Dans les campagnes de la région vantaise, jusqu'au 19e siècle inclus, même jusqu'à la moitié du 20e, il y avait dans les fermes ce qu'on appelle des ourdis à quenouilles qu'on employait pour les planchers et quelquefois aussi pour les cloisons. Et ça m'a fait penser à cet immeuble que vous avez montré à Boulogne-Billancourt. Hein. On emploie dans du béton donc des fibres de lin. Bon, autour de Vannes, à ma connaissance en tout cas, c'était surtout du foin de l'année qu'on mettait en mélange avec de la terre, de l'argile, hein, et on entourait des morceaux, des bardeaux de bois de châtaignier avec plusieurs couches de ce mélange-là, et c'était renommé bien sûr pour les qualités à la fois phoniques et thermiques. Oui, et puis ça a donné une structure qui est très intéressante. Ouais. Oui.
parce que j'ai le micro, pourquoi n'envisageons pas de refaire du lin en Bretagne, puisqu'il y en a eu beaucoup? Ah. Il n'y a pas de raison logique. Il y a par contre le fait que vous devez réapprendre. On est plutôt dans un monde qui désapprend. Hein. Il y a plein de variétés de légumes qu'on a oubliées, on a perdu plein de choses. Quand vous voulez revenir en arrière, il faut reformer les hommes. Et puis un des problèmes de la Bretagne, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de terres agricoles de grande qualité pour faire de l'agriculture. C'est pour ça qu'on a autant d'élevage. Et ces terres de qualité servent souvent à produire de quoi nourrir les animaux. Donc il y a une compétition entre les deux. Et je me rappelle une réunion il y a 2 ans à Quintin où le maire voulait revenir sur les deux, du lin, parce que c'est l'histoire de la ville, et voulait redynamiser au niveau touristique. Il y avait la chambre d'agriculture, et moi je disais que c'est super chouette, mais faites en sorte qu'il y ait du lin aussi cultivé à Quintin. Et la position des agriculteurs, c'est non, hors de question. Nous, on produit de la biomasse pour les animaux. Donc il y a une logique de revenir, entre autres, pour dire aux personnes qui vivent de l'élevage, c'est si vous êtes avec plusieurs productions, le risque est nettement moindre. Alors il fallait trouver. Alors moi j'ai rencontré les gens de Triskalia, tous ces grands Copperle, tous ces grands. Alors je les ai rencontrés depuis 25 ans, quoi. Alors c'est marrant parce qu'il y a 5 ans, je vais me balader dans les montagnes noires, là, dans le Mont d'Arrée, et puis il y avait un copain qui avait loué un gîte, et je vais le voir, et puis je me trompe de porte, de maison, donc j'arrive chez quelqu'un, et qui me dit bonjour, et puis il me sort mon nom, quoi. D'où il me dit, mais vous savez, j'étais un des grands responsables de Triskalia, on vous a bien compris, mais laissez-nous du temps. Bon, très bien. Là, il y a trois projets sérieux. Sur le chanvre, aujourd'hui, j'ai encore une demande. Là, ils sont à 200-300 hectares. Il y a les gens sur Rennes, il y a un projet très intéressant aussi, avec des gros je vais pas en parler en détail, des gros d'alimentaire. Il faut quand même mettre du pognon sur la table, hein, pour commencer, parce qu'il faut pas déplacer ces plantes dans des camions sur des grandes distances. Donc, il faut qu'il y ait un outil qui permette l'extraction de ces fibres, des contrats entre les agriculteurs et ce lieu de teillage, d'extraction, et puis un cercle. Il faut en Vendée, la Cavac a fait un travail remarquable. Ils ont mis en unité de défibrage de chanvre. Ils ont travaillé avec 170 agriculteurs, et en 9 ans, ils ont une usine qui tourne très très bien et qui fait des matériaux. Alors eux, ils ont sorti des fibres, ils ont carrément fait des panneaux d'isolation pour le bâtiment et des panneaux de structure. Là, ils ont été jusqu'au bout de la logique. Après, du coup, il y a d'autres agriculteurs qui disent c'est un modèle qui nous intéresse, on voudrait aller plus loin, sauf que ça veut dire reconstruire une usine, quoi. Donc c'est cette difficulté d'initier. Vous pouvez pas être une usine si vous n'avez pas d'agriculteurs, et vous pouvez pas avoir d'agriculteurs s'il n'y a pas d'usine, quoi. Mais globalement, le changement climatique va nous rappeler, et puis la consommation de viande, les difficultés de cohabitation. Enfin, il y a plein de raisons qui fait que ça serait plutôt logique d'avoir des plantes, et puis de sortir le maïs, qui est lié à l'alimentaire. Maïs, qui est une plante très intéressante, sur laquelle vous pouvez mettre 5 fois plus d'azote que ce qui est nécessaire sans avoir de risque de verse, quoi. Donc c'est très intéressant quand on a des lisiers à étaler, quoi. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le bien-être des agriculteurs. Moi, je travaille aussi avec des coopératives, avec des agriculteurs. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à gagner leur vie dignement, et surtout qu'on leur fasse pas de fausses promesses. Parce qu'à Mortain, ils ont proposé de racheter du chanvre 2 fois plus cher que le marché mondial et compagnie. Les mecs, ils en ont cultivé, et puis ils se retrouvaient avec le stock dans leur hangar, et 5 ans après, ils l'ont toujours, quoi. Donc la pilule, à ce moment-là, est très difficile à avaler, quoi. Globalement, les teillages qui tournent en France aujourd'hui, ce sont entre autres, alors, soit des coopératives agricoles qui sont déjà organisées depuis longtemps, c'est l'histoire après la Deuxième Guerre mondiale, hein. Et puis autrement, soit des privés, et la plupart des privés, ce sont des Flamands qui sont venus des Flandres faire du business en France, hein. Mais j'espère qu'avant de faire autre chose que des activités professionnelles, que je verrai des projets se mettre en place. La période est plutôt favorable, donc je reste positif. Alors moi, je veux juste confirmer effectivement que, comme vous mentionnez Quintin, c'était effectivement un des grands lieux de production du lin, et je connais un moulin qui produisait le lin de grande qualité qui était exporté dans le monde entier, notamment en Amérique. Voilà. Donc je confirme. Et ça s'est arrêté quand ? Je pense 1930. Ouais, c'est ça. Voilà.
Alors, il y a des gens qui disent, mais les équipements existent encore, pourquoi on ne les Oui, remet pas tout en à état? fait. Mais Oui. sauf qu'il faut imaginer le rendement, la main-d'œuvre qu'il faut faire, la mécanisation. Et en plus, vous avez quand même l'obligation de protéger les hommes. C'est des grosses machines, quoi, qui demandent de l'énergie. Vous avez un problème aussi de santé publique. Hein. Cela, vous l'avez mis à rouir dans les champs. Donc, c'est des moisissures qui sont développées. Quand vous le tapez dessus, vous mettez des particules en suspension dans l'air. Si vous inhalez, vous pouvez développer des maladies, entre autres la bicinose de mémoire, qui est bien connue. Hein. Donc, on a des systèmes d'aspiration. Hein. C'est comme le bois. Vous avez vu, quand des gens travaillent le bois, on traite les poussières de façon terrible parce que c'est des produits classés comme potentiellement cancérigènes. On a vu ça dans les chantiers navals qui travaillaient l'Iroko, là, où les gens ont il y a eu la casse humaine, quoi. Donc, il y a aussi ça. Aujourd'hui, remettre un taillage en place, c'est respecter une législation qui est difficile, qui est très complexe. Bon, on voit des scénarios intéressants pour la partie bois qui a peu de valeur. Alors, on retrouve ça comme en paillage au niveau des terres. On a trouvé autrement des solutions de production d'énergie, sous réserve de ne pas les déplacer de trop, parce que ça prend beaucoup de place et ça pèse pas lourd. Mais on voit des scénarios se mettre en place. Ma crainte aujourd'hui, je vais vous montrer le pire de scénario qui peut arriver, qui est lancé dans la... Hop. Voilà, vous avez peut-être vu ça dans la presse il y a quelque temps. Dans la Sarthe, on est tellement addict, on a tellement besoin d'une dose d'énergie, on est prêt à tout. Et on voit dans la Sarthe ce projet, je vais taire le responsable politique, hein, c'est de mettre en culture du chanvre et de prendre directement ces plantes, alors pour la production de biomasse, pour produire de l'hydrogène, pour faire tourner les bus. Alors là, sur ce scénario, ça va pas marcher. Hein. Ou alors, c'est très dangereux. La logique de faire de l'énergie avec des produits d'origine alimentaire, c'est valable avec les déchets. On peut l'utiliser en matériau, mais surtout, la nature met tellement de temps à construire toutes ces molécules, n'allons pas les détruire tout de suite, quoi. Mais bon, vous voyez des scénarios se mettre en place de ce type-là, quoi. Je suis en train de chercher l'homme politique qui est derrière, mais tant pis, j'ai oublié. C'est peut-être mieux d'ailleurs que j'ai oublié. Pourtant, Christophe, il y a des scénarios comme ça avec le colza, avec les... Oui, bien sûr. Avec, mais vous le voyez en Bretagne sur les au installations... Brésil et tout ça. Oui, mais en Bretagne, on a eu les installations de méthanisation. Vous avez vu l'accident qui s'est passé à côté de Châteaulin. Et puis, on commence à voir des gens qui veulent produire des végétaux pour passer directement en production d'énergie, quoi. Et là, ça devient très compliqué, quoi. Très, très compliqué parce qu'il faut quand même nourrir les gens, quoi. Et on a des grands enjeux, des grandes réflexions. La logique, c'est de diminuer la consommation d'énergie. Hein. Mais vous avez entendu Monsieur Macron parler aujourd'hui. Vous voyez qu'il relance le nucléaire. On est prêt à tout malgré la technologie remarquable des EPR qui vous produisent des milliers de mégawatts très peu chers, quoi. Pas encore. Non, mais et vous avez vu ces débats pour aller enfouir des déchets radioactifs sur des millions d'années, enfin, avec des ressources de toute manière qui sont limitées sur 70 ans. On est prêt à aller taper au Groenland pour aller chercher de l'uranium, quoi. Bon, pour l'instant, il y a 52% des gens étaient contre, mais il y a 48 qui sont pour, hein, pour les habitants de Groenland. Donc on a ce problème d'énergie, on est tellement habitué, et c'est intéressant de regarder d'ailleurs, 1840 en France, 100 000 moulins à vent. Donc la production d'énergie, vous le voyez, quoi. Les chevaux, en Bretagne, vous avez pratiquement 50% de la surface agricole. Des petites fermes, c'est pour nourrir le cheval, de façon à avoir une force de travail. Et puis après, on sort d'un modèle avec le pétrole, donc quelque chose qu'on extrait et on ne produit pas, et puis ça vient du sous-sol, mais on ne voit plus là, cette phase de production d'énergie. On voit des gens hurler pour le champ d'éolien de Saint-Brieuc ou celui qui va se mettre entre Belle-Île et Groix. Ok, c'est tout à fait contestable. La logique, c'est de faire attention à nos consommations. Comment on peut doubler la production d'énergie renouvelable en Bretagne, qui représente 17% de mémoire? Il suffit déjà de diviser par 2 nos consommations d'énergie, ce qui est tout à fait possible. Pour l'instant, c'est facile, quoi. Après, ça demande des efforts des organisations sociétés, et puis malheureusement, on est dans des sociétés complexes, puisque l'eau polluée a de la valeur, alors que l'eau propre n'en a pas. Parce qu'on peut faire du business d'un côté et pas de l'autre. Donc, on a toute une manière à repenser nos organisations. Ça va donner un peu d'angoisse, tout ça, à nos étudiants. Hein. Oui,
Ouais, vas-y, coule un peu là. Ils vont mal dormir. Mais voilà. Bon, est-ce que si vous n'avez pas d'autres questions, oui, oui. Attends, non. Ah. Non, j'ai visité il y a une dizaine de jours le musée de la Route du Lin à Saint-Élo. Oui. Donc, si des personnes ont envie de visiter, c'est très, très, très intéressant et ça reprend tout l'historique de ce que vous avez raconté ce soir et de la production qui existait dans le Haut-Corlay pendant 200 ans à peu près, où le lin était très implanté et exploité. C'est un très beau lieu. Le bâti est remarquable. Oui, un très beau musée, beaucoup d'explications. Donc, je recommande fortement aux personnes intéressées d'aller le visiter, faire une visite commentée. Il y a un très bon souvenir. Ouais, c'est très intéressant. Il y a une association qui s'appelle Lin et Chanvre de Bretagne. Lin et Chanvre en Bretagne, d'ailleurs. Et il y a tout un réseau. Il y a quelques moulins, comme le moulin de Palacret. Enfin, il y a plein de choses à visiter. On a fait quelques expositions avec eux. Il y a un aspect culturel très important. On a parlé de Quintin, on retrouve ça sur Landerneau, le Cronan. Il y a eu des choses à Douarnenez aussi. Enfin, ça bouge à côté de Rennes, au Noyal-sur-Vilaine. Il y a aussi un espace éco-chanvre. Donc voilà, ça bouge doucement. Mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de production locale. Alors on a des lins oléagineux pour les graines, avec la filière bleu-blanc-cœur, un Combourtillier à côté de Rennes. Vous avez toute une filière, une entreprise qui s'appelle Valorex, qui a développé la production d'aliments pour les animaux, pour le bétail, à partir de graines de lin, d'acide linoléique, et vous trouvez ce logo bleu-blanc-cœur sur une partie de produits alimentaires qu'on peut acheter. Ce lin est cultivé en Bretagne, en partie. Il y a une association qui s'appelle Lin Tradition Ouest qui s'est mise en place. C'est la même plante, c'est le même linum, sauf que la culture n'est pas conduite de la même façon. Dans un cas, on met beaucoup de plantes au mètre carré, entre 1500 et 1800 plantes par mètre carré pour que ça monte tout droit à avoir du lin textile, alors que dans l'autre cas, on va mettre 700 graines par mètre carré pour foisonner, c'est à partir d'une graine d'avoir 3 tiges, des lins beaucoup plus courts et des graines en grand nombre sur la partie supérieure. On a travaillé sur la valorisation de ces lins dans le domaine des matériaux et ça marche bien, sauf qu'il faut organiser toute la conduite de culture, entre autres parce qu'il passe avec des moissonneuses-batteuses, donc ça fait des bottes de paille. C'est pas du tout ce que je vous ai montré. On enroule tout doucement ces bottes en gardant la tête, le pied. Donc il y a plein de scénarios à réinventer, quoi. Bon, on a été voir au Canada comment ils faisaient. On s'est pas mal baladé. On a été voir en Russie. C'était des expériences plutôt sympas. Bon, merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.